Salut les devins, c'est Saikyo. Bleach est de retour, vous ne l'aurez pas manqué, aussi bien avec les annonces que je vous ai fait sur ma chaîne YouTube, avec la vidéo de spoiler, mais également avec le chapitre qui nous est parvenu. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de lien de lecture, étant donné que pour le moment c'est sorti uniquement sur de la fantrad, et au risque d'en perdre ma chaîne YouTube, il m'est formellement interdit de partager ce genre de lien-là, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour la fantrad, et je trouve qu'ils apportent beaucoup à la communauté en particulier française et francophone dans ce cas-là, mais il y a des contraintes légales qui planent autour de ce sujet, m'empêchant de vous partager le lien, mais en tout cas je vous partagerai un lien dès ce lundi 9 août 2021, car le nouveau chapitre de Bleach sortira sur la plateforme légale de Manga Plus par Shueisha. Un petit peu comme pour Boruto et Dragon Ball Super. Bleach est donc de retour avec une histoire qui prend la suite directe de la fin originelle du manga, lorsque l'on était post-ellipse de 10 ans et que Ichigo avait son enfant Kazui, son fils, qu'il a eu avec sa femme Inoue Orihime, et tous ces personnages-là vont être les protagonistes de cette nouvelle histoire avec beaucoup d'autres parties prenantes également, comme on a pu le constater lors de cette lecture. La vidéo qui suit, on va dire que c'est une vidéo de review, mais elle a vraiment plusieurs rôles. Review, dégrossir plusieurs sujets, expliquer certains sujets tout en gardant en tête que tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance sur Bleach, c'est un petit peu particulier. Certains se sont arrêtés à Aizen, certains se sont arrêtés à la fin de l'animé, avec Ginjo, etc. Certains se sont arrêtés à la lecture de l'arc final du manga, ce qui est déjà pas mal, et d'autres savent tout sur tout, ils ont lu tous les bouquins, tous les romans, etc. Donc je le dis dès le départ, j'en suis conscient, ça va être difficile de faire une vidéo qui va contenter tout le monde, mais on est là pour partager, pour kiffer. Ça fait 5 ans que le manga Bleach s'est terminé, ça fait 20 ans que le manga Bleach avait démarré, donc c'est clairement une belle bouffée d'air frais qu'on a là, et déjà première chose, le chapitre est une masterclass internationale, et en plus de ça, une surprise sur plusieurs aspects. Déjà, visuellement, Tite Kubo, on dirait qu'il est jamais parti, voire même qu'il est meilleur qu'à son prime, c'est absolument incroyable. On n'a pas ce changement d'ambiance comme on a sur Dragon Ball Super ou Boruto où on se dit bon, là c'est plus le même mec qui dessine, ou alors c'est le même mec mais il dessine pas de la même manière. Non, on n'a pas tout ça, on est dans le même flow. Et en plus, ça s'est même amélioré. Au niveau de l'histoire, on est également surpris parce qu'on s'attendait tous, on pouvait présumer que pour un chapitre célébration de 20 ans, eh bien qu'il accomplirait son rôle, surtout qu'on nous disait surtout un one-shot, donc de ramener tous les personnages en mode festif, un espèce de banquet, de célébration, de commémoration. Il y avait un petit rituel qui nous était annoncé, mais ça aurait pu être un truc plutôt émouvant. Sauf que non, on rentre directement dans le vif du sujet avec une toute nouvelle histoire. On n'a pas l'impression que c'est bâclé pour autant. C'est pas parce que ça revient comme ça à la bouche en cœur 5 ans après qu'on a l'impression que l'auteur nous envoie une nouvelle menace juste pour en faire une. C'est une menace venue des enfers. L'enfer nous est montré dès le tome 2 du manga Bleach. Les papillons de l'enfer sont là dès le premier tome. Donc tout cela existe depuis le tout départ. On a même une couverture d'un ancien chapitre avec Yamamoto qui nous indiquait qu'il serait le gardien des enfers. Donc la thématique des enfers a toujours été là en fond dans Bleach. Il y a même le film numéro 4 qui traite de l'enfer. Sauf que, attention, le film numéro 4 Bleach a été rejeté, si vous voulez, a été en tout cas détesté par l'auteur Tite Kubo lui-même. Ce film-là déjà n'est pas canon. Il y avait eu des désaccords entre Tite Kubo et Studio Pierrot qui faisaient le film, et pas mal d'idées de Tite Kubo pour exploiter l'enfer correctement, en tout cas selon sa vision de lui en tant qu'auteur original, ont été rejetées par Studio Pierrot. Ça a créé quelques frictions et lui-même n'est pas content de ce film-là. Pourtant, je suis comme beaucoup d'entre vous, je kiffe le film de l'enfer, mais ce n'est pas une vision qui plaît à l'auteur et il va nous la livrer ici. Donc c'est un thème exploité depuis longtemps, mais dont le tiroir n'a jamais été réellement complètement ouvert ni fouillé, et parmi toutes les surprises de ce chapitre-là, ça aurait été aussi la phrase de fin qui nous parle d'un nouvel arc, Lamentation des Enfers, donc en gros l'arc de l'enfer. Et ça a été une bombe énorme parce que on avait le retour de l'anime Bleach qui nous a été annoncé, et on pressent, ça n'est pas officiel, mais on pressent que ça sera pour 2022, l'annonce est officielle, la date ne l'est pas encore. On se disait déjà qu'ils allaient pas mal temporiser avec le retour de l'anime Bleach, et c'était plutôt pas mal pour clôturer l'histoire originelle. Plus on avait Burn the Witch qui nous promettait une saison 2, mais finalement Tite Kubo nous dit que la saison 2 arrivera, mais elle arrivera plus tard que ce que l'éditeur Shueisha a pu annoncer à sa place. Donc on se demandait ce qu'il allait avoir. Serait-ce un gros trou avec rien du tout sur Bleach pendant un temps fou, que ce soit Bleach ou Burn the Witch ou quoi que ce soit, rien du tout, si ce n'est la pauvre exposition qu'il y aura au Japon en décembre pour nous montrer quelques pièces d'art, etc. autour de Bleach, et jusqu'à temporiser par rapport à l'animé 2022, ça aurait pu, franchement. Et puis non, on se retrouve avec un nouveau chapitre qui arrive un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais surtout avec le reveal d'un nouvel arc à la fin. Cependant, attention, encore une fois, j'ai un respect immense pour la fantrad, et il y a des gens extrêmement talentueux qui travaillent à l'intérieur et qui sont bienveillants par rapport à la communauté, aussi bien par rapport aux fans et aux lecteurs pour nous approvisionner en lecture de manga, mais également vis-à-vis des ayants droit, c'est-à-dire que même s'ils sont conscients que ce qu'ils font n'est pas très légal,
au moment où le chapitre, ou le tome, etc. est adapté en France, ils vont le retirer de leur site, donc ils ont une belle forme d'éthique, et je respecte vraiment cela, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup consommé de fantrad lorsque je ne pouvais pas consommer par moi-même et que je n'avais pas les moyens, mais malgré tout, le terme de nouvel arc annoncé est indiqué sur une fantrad, ce n'est pas encore écrit dans une traduction officielle. Donc même si on est bien parti pour avoir un nouvel arc de Bleach, parce que toute l'histoire dont on va discuter dans quelques instants, n'est absolument pas refermée, au contraire, ça ne fait qu'ouvrir des milliards de pistes, et que ça ne peut intellectuellement et décemment et même artistiquement pas se clôturer sur ce simple chapitre de 73 pages, pourtant c'est généreux en nombre de pages, mais c'est extrêmement loin d'être suffisant pour clôturer l'histoire qui a été démarrée ainsi, et ça serait d'une débilité totale et aberrante que ça s'arrête là. Malgré tout, ce que je vous demande de faire, c'est de patienter encore jusqu'au 9 août, parce que là on aura la version officielle de Manga Plus avec la traduction officielle, et on verra si eux-mêmes se permettent d'écrire qu'un nouvel arc arrive. Quand ça sera acté noir sur blanc par les officiels, ça sera un petit peu mieux. Ce n'est pas que j'ai pas confiance, mais disons que là, avec les fantrades aussi bien françaises et anglaises, les deux estiment qu'il y a un nouvel arc qui approche, mais j'ai aussi cru comprendre que la formulation utilisée en japonais, pour parler de nouvel arc, pourrait avoir une double traduction, donc une qui parle de nouvel arc et l'autre qui ne parle pas de nouvel arc. Donc à voir comment cela va être repris officiellement. Ce que je dis, c'est que là on est à 80-90% bien parti pour avoir un nouvel arc, mais attendons quand même ce 10-20% de confirmation officielle. Je pense qu'être prudent dans ce genre de cas ne peut être que bénéfique. Alors ce chapitre est une pure masterclass, on va l'appeler chapitre 687, je sais que la fantrad l'a appelé 686.5, bon chacun lui donne son nom, 687 pour moi c'est plus facile. Il est mené d'une main de maître et par le maître Tite Kubo en personne, qui est revenu et qui a mis absolument tout le monde d'accord sur la qualité de son histoire, sur la qualité de ses visuels, de son découpage, de sa mise en scène, de tout ce qu'il faut, de l'inclusion et l'introduction de nouveaux personnages, de l'utilisation de la nouvelle génération, notamment pour le moment avec Kazui le fils de Ichigo et avec Ichika la fille de Rukia, ce qui nous paraît être une utilisation assez modérée de la nouvelle génération pour pouvoir les introduire progressivement sans non plus avoir l'effet Boruto en quelque sorte. C'est assez drôle parce que dans Dragon Ball Super on se plaint à juste titre que la nouvelle génération ne prend jamais le pas, Goten et Trunks ils font que disparaître, tandis que dans Boruto, la nouvelle génération est en train de tuer des Otsutsuki à l'appel et des pseudo-divinités extraterrestres, donc c'est clairement deux poids deux mesures, tandis que là, dans ce chapitre de Bleach, on a l'impression que Tite Kubo, et attention ce n'est qu'un premier chapitre, a trouvé un juste milieu. Une nouvelle génération qui tire son épingle du jeu avec des pouvoirs qui semblent être reliés à l'enfer, parce qu'on constatera que Kazui est capable d'ouvrir des Senkaimon, mais qui eux ouvrent vers l'enfer, chose qu'aucun Shinigami n'était capable de faire jusqu'à aujourd'hui. On remarquera que Ichika est capable de voir se matérialiser les holos gardiens de l'enfer, alors que même des Shinigami de renom tels que Ichigo, tels que Renji, j'en passe, ne les voyaient pas se matérialiser à quelques centimètres de eux, donc ils ont un lien de connexion avec l'enfer pour diverses raisons, ce qui leur donne une valeur ajoutée en tant que nouvelle génération, mais au final, lorsqu'on en arrive au combat, on voit que Ichika n'a pas pris le relais par rapport à Renji, et on voit bien que Ichigo a mené son combat également d'une main de maître. Donc il y a une instauration de la nouvelle génération de manière intéressante, mais à la fois en douceur, qui est des plus appréciables. Et je pense sincèrement, si ça continue dans cette lignée-là, que plusieurs autres mangas de renom devraient s'inspirer un petit peu de cette méthodologie, car elle semble plus douce et plus adaptée. Alors quel est le thème et le propos de ce chapitre-là ? Il est que tous les 12 ans, il y a un rituel qui est à la fois un rituel sérieux mais aussi une forme de superstition chez les Shinigami qui fait que après la mort d'un capitaine, qui est un fait extrêmement rare étant donné la puissance des capitaines dans Bleach et à la Soul Society, une cérémonie, un rituel est réalisé vis-à-vis du ou des capitaines morts, sauf que le chapitre va nous apprendre par la suite qu'il y a beaucoup plus de choses qui se cachent derrière cette tradition et ce rituel-là, et qu'au final le Reiatsu, et voire même l'âme des Shinigami qui sont décédés, en particulier ceux du niveau capitaine, ou en tout cas ceux qui sont surpuissants, vont dans un drôle d'endroit et servent à de drôles de buts, et cela nous sera révélé par Kyoraku Shunsui et Zayel Apollo Grants. On remarquera en début de chapitre que des personnages un petit peu plus secondaires mais que l'on apprécie sont présents, comme Inoue, comme Kon, un des nouveaux futurs personnages principaux, Kazui est également là, et on remarque que lorsqu'il s'enfuit de nuit, il va se mettre à chevaucher un espèce de poisson rouge matérialisé sous forme d'âme, de Reiatsu, quelque chose comme ça, et cela me fait directement penser à ce qui se produit dans Burn the Witch, à savoir le fait de pouvoir chevaucher des dragons. Il semble y avoir un aspect très culturel dans la forme dont les choses se matérialisent. Du côté du Japon, de la branche est de la Soul Society, la menace est sous forme de holo. Dans le côté plutôt esprit fantomatique, yokai, à la japonaise,
Et ce poisson rouge un petit peu calligraphié, stylisé à la japonaise, un petit peu façon carpe koi, nous y fait penser aussi, tandis que du côté de la branche ouest, nous avons plutôt des dragons, quelque chose d'assez médiéval, et qui donne un côté alors plus occidental à ce type de menace-là. Il semble bien qu'il y ait une forme d'appropriation culturelle dans la matérialisation dont les menaces ou les formes spirituelles peuvent se manifester selon les régions du monde. On constatera que Kazuya aura une importance cruciale dans cet arc-là, cet arc de l'enfer, étant donné que lorsqu'il va ouvrir le portail vers l'enfer, des espèces de boules, en tout cas qui ressemblent à des yeux assez lumineuses entourées d'un liquide ou je ne sais quoi, vont apparaître, et on retrouvera ces mêmes yeux lorsque les portes de l'enfer vont s'ouvrir autour de Zayel plus tard. Donc clairement, le lien avec l'enfer est plus qu'ancré avec le personnage de Kazuya. Le chapitre est extrêmement généreux, vous l'aurez compris, donc je vais prendre la liberté de passer au-delà et outre des scènes un petit peu plus tranches de vie, qui sont des plus appréciables, comme lorsque Ichika se bat face à son maître, Ikkaku, un vrai plaisir de retrouver Ikkaku, un vrai plaisir également de retrouver Yumichika, mais on va essayer de progresser un petit peu, idem du côté de la bande de Ichigo avec ses amis. On y apprend par exemple que le personnage de Keigo vient d'ouvrir son restaurant, sauf qu'il n'y a aucun client à l'intérieur. Et lorsque l'on voit le visuel à l'intérieur du restaurant, je remarque qu'il y a un personnage qui est en train de manger, ou en tout cas de lire quelque chose en mangeant, et ce personnage aux cheveux sombres, un petit peu plus en retrait, qui a l'air un petit peu mystérieux, qui a l'air de porter des lunettes, me rappelle énormément le tout premier chara-design de Uryu Ishida, le fameux Quincy qui aurait peut-être repris sa coupe de cheveux de base dans l'œuvre Bleach, et qui serait là présent dans le restaurant de Keigo. Pourquoi est-ce que je pense à lui? Déjà parce que physiquement ça y ressemble énormément, parce qu'il a toujours tendance à traîner avec Ichigo de près ou de loin, mais aussi car on nous mentionne qu'il n'y a aucun client à l'intérieur. S'il n'y a aucun client, ça veut dire que toutes les personnes ici sont des connaissances, des amis de la famille et j'en passe. Et dans les amis de Keigo / Ichigo qui peut correspondre à ce chara-design là, je ne vois personne d'autre que Ishida Uryu. C'est un pur bonheur vraiment de retrouver Abara et Renji, de retrouver Rukia qui je trouve fait un petit peu plus juvénile malgré tout. Je vous avoue que je préférais la manière dont elle était chara-designée à la fin de Bleach en tant que capitaine. Je la trouvais un petit peu plus mature, bien qu'incertaine d'être là à son poste. On sentait qu'elle ne se sentait pas forcément totalement légitime d'y être, mais elle assumait la fonction. Là, je la trouve un petit peu plus gamine, visuellement, physiquement, au niveau de son visage. C'est peut-être quelque chose qui changera, quelque chose de voulu par l'auteur. Ce n'est pas bien grave pour moi, mais je tenais quand même à vous le notifier. Quelque chose qui m'a énormément plu en tant que fan du personnage, c'est les apparitions de Mayuri. Mayuri qui s'est modernisé, Mayuri qui est toujours en pleine confrontation spirituelle et intellectuelle avec Kisuke Urahara, sur de nombreux aspects technologiques. On comprend que l'œuvre Bleach va suivre un petit peu le chemin de ses comparses Boruto ou encore Dragon Ball Super, c'est-à-dire à moderniser technologiquement son œuvre. Dragon Ball Super nous a habitués à du GodTube, qui est le YouTube divin, nous a habitués à ce qu'un personnage comme 7-3 puisse faire des projections de ce qui s'est passé comme si c'était une télévision. Boruto s'est modernisé énormément avec des escalators à Konoha, un vendeur de burgers, des consoles portables qui ressemblent à des Nintendo Switch et j'en passe. Et c'est également le cas ici avec des téléphones portables dans Bleach qui désormais, des dispositifs en tout cas qui permettent de faire des visios, avec la projection d'hologramme de la part de Mayuri pour être à plusieurs endroits au même moment, mais on remarquera malgré tout qu'il est capable de balancer des lasers par les yeux même sous forme d'hologramme et qu'ils vont toucher dans le monde réel. Donc les lasers ne sont pas que des hologrammes, ces hologrammes sont armés. On remarque également que son chara-design est encore plus loufoque et a changé. Il a changé au niveau de la tête là, malgré tout je trouve qu'il est plus fidèle au Mayuri de base. Le Mayuri un petit peu gringalé, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'on le retrouve un petit peu plus dans l'espèce d'ossature qu'il laisse apparaître. Nous ferons la connaissance de nouveaux personnages, dont un qui a l'air d'être relativement important pour l'histoire, le lieutenant notamment Atto. Atto qui est là dans la 7ème division, sous les ordres du nouveau capitaine qui je trouve est une fraude incroyable, Iba. Ce personnage est sourd et muet, mais il communique autrement, il est très proche de la nature, il me rappelle un petit peu des personnages à la C16 de Dragon Ball, ou encore l'alter de la voix du vivant de Koji Koda dans My Hero Academia, dans lequel il se rapproche des animaux et peut communiquer avec eux, je trouve ça plutôt intéressant. Malgré tout, attention, parce que dans Bleach, même dans beaucoup d'autres œuvres, quand il y a un nouveau personnage qui arrive, il y a souvent un effet Harry Potter. L'effet Harry Potter, c'est-à-dire, hey, regarde, il y a un nouveau professeur des défenses du mal, il va t'aider. Et au final, c'est le premier qui veut te planter un coup de couteau. Donc attention, méfiance. Sur ce Atto, je peux pas forcément le blairer totalement, même si j'avoue que quand on est conscient du fait qu'il soit sourd et muet, on a envie de lui attribuer notre confiance sans concession. Mais bon, restons sur nos gardes, dans ce type d'histoire et à ce type de poste et de rôle, les personnages sont pas venus là pour enfiler des perles non plus. C'est donc un réel plaisir de pouvoir retrouver tout le monde, de pouvoir retrouver Itsugaya Toshiro, Matsumoto, de pouvoir retrouver Isagi, de voir les nouveaux capitaines qui ont pris leur fonction, de voir Ichigo rempilé avec l'habit de Shinigami. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que Ichigo a cette forme-là du Zanpakuto et non pas celle qu'il avait à la fin précédente de Bleach face à l'empereur Quincy,
Ça va être trop long de l'expliquer dans cette vidéo-là, mais sachez en tout cas que c'est très sûrement une forme scellée de son Zanpakuto, et que oui, en le décellant, il n'a pas perdu ses pouvoirs de la fin de Bleach, et il peut les réutiliser à nouveau. C'est juste que sous forme scellée, il reprend cette forme-là. C'est sûrement plus facile à mettre en place, à dessiner, à porter pour l'auteur. Il y a aussi ce gimmick visuel que l'on reconnaît facilement sur Ichigo, mais à n'en pas douter, s'il veut monter en pouvoir, il devrait pouvoir utiliser tous les pouvoirs qu'il avait, toutes les capacités qu'il avait à la fin originelle de Bleach. Bon, la cérémonie va commencer. On nous présente le personnage qui serait le lieutenant de la 8e division qui s'appelle Yuyu Yayahara, et de forts doutes planent autour de celle-ci. L'idée n'est pas de moi, celle que je vais vous présenter. J'ai vu cette idée passer sur Twitter, je la trouve super intéressante. Le fait que ce personnage-là pourrait être la fille, ni plus ni moins, de Kisuke Urahara et de la féline Yoruichi. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on sait qu'il y a toujours eu un fort rapprochement physique, presque sexuel entre les deux. Également parce que physiquement elle ressemble aux deux, avec la couleur de peau de sa supposée mère, avec la couleur de cheveux de son supposé père, avec son nom qui semble être une composition du nom de ses deux parents, avec sa manière de se battre féline qui rappelle celle probablement de sa mère, avec un corps à corps développé qui rappelle celui de ses deux parents. Donc voilà, on y trouve beaucoup de similitudes. Et lorsque l'on introduit des nouveaux personnages, notamment dans Bleach, eh bien je pense qu'entre elle, Yuyu et Hato, il y a des choses à creuser derrière, des choses qui seront révélées. Pour Hato, ce sera peut-être une trahison, qui sait. Et pour elle, Yuyu, ce sera peut-être sa lignée, sa descendance vis-à-vis de ses parents. En tout cas, on en arrive et on rentre dans le vif du sujet avec Ichika, qui va se rendre compte que les gardiens de l'enfer arrivent, mais que personne ne les remarque. Ça fait donc écho à ce que je vous disais au début de cette vidéo, en vous disant que la jeunesse est liée intrinsèquement à l'enfer, tandis que les Shinigami les plus aguerris ne voient absolument pas ce qui se déroule, et ces gardiens, de manière anormale, vont même se battre et attaquer en priorité les Shinigami que l'on connaît comme Abara et Renji. Et d'ailleurs, il sera fait mention du fait que ces espèces de holos étranges ne dégagent aucun Reiatsu. Ils n'ont pas d'énergie spirituelle, pourtant on voit qu'ils sont capables de se battre. Alors ils sont pas très puissants, ils sont pas très costauds, mais ils ont quand même un bon niveau, ce qui permettra de voir les nouvelles recrues Hato et Yuyu en train de se battre, ce qui permettra de voir que ces gardiens n'ont pas un niveau extrêmement élevé, vu que c'est une formalité pour les lieutenants. Dans cette action absolument folle, Tite Kubo fait en sorte de n'oublier absolument personne, dont notamment le personnage de Kira qui revient avec un nouveau chara-design, et au moment où Renji veut aller prêter main forte à ses alliés Shinigami, eh bien c'est là que les choses vont s'envenimer beaucoup plus. Car l'ex-Arrancar et ex-Espada Zahel Apollo-Grants, ce personnage a une histoire vraiment de fou. J'ai une vidéo d'ailleurs prévue sur lui par rapport à ce qui nous a été révélé dans divers romans, etc. Ça va bien au-delà de ce que l'on sait du manga et de l'anime Bleach. En tout cas, il est de retour, de sortie des enfers, et il nous apprend pas mal de choses. D'ailleurs, ces explications seront apportées à la fois par Zahel de manière très sadique, mais aussi quasiment en parallèle par le capitaine commandant de la Soul Society en personne, à savoir Kyoraku Shunsui. Le fait est que Zahel Apollo-Grants est allé en enfer et qu'il est loin d'être le seul à y être allé. En fait, ce n'est pas que pour les Shinigami, c'est pour absolument tout le monde. D'ailleurs, on y apprend que lui-même, en tant que holo, a changé d'état. Il n'est plus un holo, il n'est plus un Arrancar. Il a changé de nature, il s'est libéré de cette nature de holo, selon lui. Le trou de holo se détache de la chair. Et je vous rappellerai, fait insolite, que le trou de holo de Zahel se trouve ni plus ni moins que sur son membre fertile, et pour un personnage aussi maléfique que lui, l'enfer semble être une promenade de santé car il se réjouit du fait que des larmes de douleur et de haine se déversent de son cerveau. Et visiblement, ça serait le sort qui attend ceux qui terminent en enfer. L'enfer dans Bleach n'est pas réservé à ceux qui ont commis de mauvais actes. Il n'y a pas une question de jugement, il n'y a pas de purgatoire, d'être qui va décider de la destinée de l'âme qui est morte. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. En réalité, lorsqu'un personnage est trop puissant, d'ailleurs il y a une notion de rang qui sera apportée, à partir du rang 3, c'est le rang de capitaine, lorsque l'on meurt, on termine en enfer. Ce qui veut dire que énormément de personnages morts dans l'œuvre Bleach, Yamamoto, Unohana, les Kenpachi, les 13 sanguinaires et beaucoup d'autres, se retrouvent en enfer avec probablement une autre nature que celle qu'ils avaient originellement, mais en conservant visiblement au moins une partie de leur pouvoir. Vous l'aurez alors compris, cet enfer va servir à la fois de levier scénaristique, mais aussi de levier à fanservice, étant donné que énormément de personnages ultra populaires de l'œuvre sont en mesure de revenir par le biais de l'enfer avec une autre version d'eux-mêmes. Une version qui reprend énormément des propriétés et des souvenirs de base, tout en les altérant et en les modifiant à la sauce enfer. Et c'est là le réel motif de ce rituel qui a lieu tous les 12 ans lorsqu'un capitaine est mort ou un personnage aussi fort qu'un capitaine. Le propos est en réalité de l'envoyer en enfer. Le fait de les envoyer en enfer permet a priori de réguler l'équilibre, c'est-à-dire que laisser une puissance, je vous prends en exemple celle de Yamamoto une fois décédé,
qui serait en train d'errer sous forme de Reiatsu dans la Soul Society, aurait tendance à déséquilibrer fortement la balance des choses, de la vie, des morts, des différents mondes qui existent dans Bleach. L'enfer serait un petit peu comme la corbeille sur Windows, on supprime quelque chose, il termine dans la corbeille mais il n'est pas encore effacé de l'ordinateur, il existe encore sous une autre forme dans un autre endroit. Et à l'intérieur, ne s'y promènent et ne s'y baladent que des personnages ultra puissants. Et les choses vont doublement s'envenimer car les gardiens de l'enfer viennent de se présenter face aux Shinigami, les Shinigami qui leur sont rentrés dedans et qui les ont absolument déboîtés, et les gardiens des enfers sont désormais morts. De plus qu'une autre révélation nous est faite, il y avait un autre verrou qui maintenait la porte des enfers, c'était les Reiatsu conjoints de Aizen et de l'empereur Quincy. Dites-moi en zone commentaire, est-ce que vous voulez jouer puriste à prononcer Yuhabar pour le personnage l'empereur Quincy? Est-ce que vous l'appelez Duabak? Est-ce que vous l'appelez Iwash de manière un petit peu plus casu? Vous me dites en zone commentaire, mais en tout cas c'était les Reiatsu monstrueux de ces deux personnages qui retenaient les portes des enfers. Est-ce que c'était sciemment, inconsciemment, contre leur gré, avec leur gré, on ne le sait pas, mais avec le Reiatsu scellé au Muken de Aizen et avec le Reiatsu scellé de Yuhabar dans le Ryo et qui en plus est en voie de perdition, eh bien ces remparts vis-à-vis des portes de l'enfer sont en train de s'effondrer et pourraient venir alors totalement déséquilibrer l'ordre des choses pour faire en sorte que plus de personnages comme Zahel s'en échappent, que des personnages d'autres mondes rentrent à l'intérieur de l'enfer, que les deux dimensions, les deux mondes s'entrecroisent et s'entremêlent, avec tous les désordres que cela peut causer. Et vous savez que l'œuvre Bleach repose sur les notions d'équilibre et que lorsque l'équilibre est perturbé, plus rien ne va. Toujours dans le lot des révélations, on y apprend que les papillons de l'enfer qui ont toujours été là dans Bleach pour les Shinigami sont là pour eux, pour les guider, étant donné qu'à la fin, les Shinigami terminent en enfer. En tout cas lorsqu'ils sont suffisamment puissants. Zahel sera encore plus mystérieux en nous disant que les geôliers de l'enfer voient tout. Et que dans ce sens-là, Zahel est capable de comprendre que la petite fille qui accompagne Renji n'est autre que sa fille. Qu'a voulu dire Zahel par cette phrase-là? Est-ce que les gardiens de l'enfer communiquent avec Zahel? Est-ce que Zahel a pu obtenir le poste de gardien de l'enfer? Est-ce que n'importe qui entrant en enfer est considéré lui-même comme un gardien de l'enfer? Tout cela est très étrange et restera bien évidemment à être découvert par la suite. Le chapitre va démarrer en action. Malheureusement, Renji, même s'il est devenu extrêmement puissant, ne pourra pas tirer son épingle du jeu dans cette situation-là parce qu'il commence à être enchaîné par les pieds, parce qu'à la fois il doit protéger sa fille de l'attaque de Zahel. En 1 contre 1 face à Zahel, il aurait pu faire quelque chose de plus joli, j'en suis sûr, mais ça sera Ichigo Kurosaki qui va venir sauver ce duo en toute prestance. Le combat va s'entamer mais ne mènera pas très loin. Zahel continuera d'appuyer le propos concernant le fait que les âmes puissantes, telles que celles des Shinigami, ont sacrifié leurs âmes en échange de la puissance, et donc leurs âmes terminent au final en enfer, et que Zahel, dans une espèce de folie destructrice, tente de les délivrer de leur errance, qu'ils considèrent comme de la gentillesse, tandis que les Shinigami eux-mêmes, sous prétexte de superstition et de rituels, n'arrêtent pas depuis des millénaires d'envoyer leurs congénères dans les limbes de l'enfer. Zahel conclura en nous disant que l'équilibre est rompu, et il allait faire une annonce en nous disant qu'aujourd'hui quelque chose allait se produire, sauf qu'un énième retournement de situation survient, et celui-ci nous provient de Ukitake. Ukitake, l'ancien capitaine de la 13e division, qui intervient depuis les enfers. Ce personnage était décédé, et il va transpercer Zahel qui va d'ailleurs s'en réjouir, il n'est pas du tout surpris, il va reconnaître Kamikake, il va reconnaître Ukitake, Ukitake qui ne se présente pas lui-même, qui ne sort pas de l'enfer, mais son Zanpakuto va se présenter à lui, son Shikai va se présenter à lui, et va transpercer Zahel pour le ramener dans les enfers, et on remarquera que Ukitake va agir comme s'il était lui-même aussi un gardien de l'enfer. Chose que nous avions déjà vu apparaître dans les tout débuts de l'œuvre Bleach, dans le tome 2, un holo avait été transpercé sous nos yeux, sauf que ce n'était pas du tout Ukitake qui ressortait de là, c'était le bras d'un autre personnage qui nous est inconnu à ce jour, et aujourd'hui les théories à son sujet vont bon nombre, étant donné qu'on peut se demander si ce n'est pas un ancien des 13 sanguinaires qui surgissait de la porte des enfers. De mon côté, j'ai aussi fait la remarque qu'il pourrait être un membre de la famille de Jidambu, étant donné que le côté massif, l'armure sur le bras gauche, poste de gardien, Jidambu dans la vraie vie est gardien, ce personnage était gardien de l'enfer aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas donc un lien? Un frère ou un père de Jidambu qui serait décédé et qui aurait terminé là-bas, et le chapitre se conclut, tandis que le titre du chapitre se modifie. À la base, le chapitre s'appelait « Aucun souffle depuis l'enfer », et le titre se modifie en « Nouveau souffle depuis l'enfer ». D'ailleurs, je suis à peu près sûr que dans la manière d'espacer ces lettres, de les disposer ainsi, il y a un message caché, il y a un code, connaissant Tite Kubo, je suis sûr qu'il y a un code là-dedans à déchiffrer, et on nous dit sur la fantrad que l'arc de la lamentation des mâchoires des enfers est en train de commencer. On verra bel et bien si la version officielle, comme je vous l'ai dit en début de vidéo sur Manga Plus, nous confirmera ces dires. J'ai tendance à penser qu'on est sur de bonnes voies tout de même. Et on y aperçoit Kazui Kurosaki, qui est en train visiblement de poursuivre des papillons de l'enfer,
tout en nous disant, je cite, que les histoires s'entrecroisent. Donc on va avoir un melting pot de ce qui se passe entre des personnages un petit peu plus anciens, à la Ichigo, Renji, Kyoraku, Zayel, Ukitake et des gardiens de l'enfer, qui sont nouveaux mais qui existent depuis un moment dans l'œuvre, avec de nouveaux personnages qui sont étroitement liés à l'enfer, on ne sait pas dire encore pourquoi, tels que Kazui, qui tout en sourire et en nonchalance se rapproche de l'enfer et de ses portes, ou encore de personnages un petit peu plus soucieux tels que Ichika, mais elle aussi semble être liée à ce drôle de lieu. Mes très chers devins, j'espère que cette vidéo review / explicative aura été des plus utiles et des plus agréables à suivre pour vous. Vous avez compris qu'il y a énormément, mais des milliers, et encore je pèse mes mots, de théories qui peuvent en naître, avec le retour par exemple de l'empereur Quincy en enfer. Est-ce que les anciens capitaines qui étaient gentils sont toujours gentils en enfer ou sont-ils devenus méchants et ont été retransformés d'une certaine manière là-bas? Est-ce que Aizen avait prévu et avait fait exprès de se retrouver, avait planifié de se retrouver scellé au Muken pour éviter l'enfer? Est-ce que, comme un chapitre l'indiquait, Yamamoto est bel et bien connu comme un gardien de l'enfer et au moment de sa mort, Yamamoto avait dit une phrase très spéciale, il était coupé en deux et il avait dit « Je ne reviendrai sans doute plus jamais ici » en voulant dire qu'il continuerait d'exister ailleurs. Également, et je conclurai sur ça, je pourrais continuer vraiment pendant des heures et on va se retrouver dans d'autres vidéos, pourquoi pas dans des lives et tout, mais dernière interrogation aussi, quid des nouveaux personnages, des nouvelles menaces, des nouveaux ennemis? Parce que là c'est bien beau de nous promettre un mix de ce qu'on a connu de plus badass et de plus intéressant dans Bleach et des retours à l'appel, mais attention, c'est quelque chose dont les fans de Dragon Ball Super peuvent témoigner. Avoir des retours à l'appel d'anciens personnages n'est pas toujours bénéfique. Ça peut fonctionner, mais il faut toujours veiller à avoir une forme, encore une fois, d'équilibre, tout comme à l'intérieur des mondes de Bleach, sauf que cette fois-ci on parle d'équilibre scénaristique, et j'espère de tout cœur que Tite Kubo saura, et aura pensé et aura prévu, je lui fais quand même confiance, de nous apporter de nouveaux personnages, de nouvelles menaces, qui sont étroitement liés à l'enfer, qui seraient soit des personnages connus mais juste de nom, comme les 13 sanguinaires, ce genre de personnages, ça on pourrait les remettre au goût du jour sans que ça ait un effet répétition, ou alors des personnages qui nous sont totalement inconnus au bataillon, un peu comme l'introduction de Yu Yu ou de Hato, mais du côté des ennemis. Quid aussi des Quincy? Des Quincy surpuissants il y en a eu, il est probable que d'anciens Quincy surpuissants ressortent des enfers, et qu'advient-il de ces personnages lorsqu'ils sont modifiés par l'enfer? Enfin bon, pour conclure, je vous dirais qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle qui arrive. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de magazine Weekly Shonen Jump là dans la semaine prochaine, il y aura une pause, donc pour tous les chapitres et pas que pour Bleach, mais dans le Weekly Shonen Jump qui suivra, ils nous ont déjà annoncé qu'il y aurait une page consacrée aux informations et aux news sur Bleach. Donc il est probable que dans le prochain magazine Weekly Shonen Jump, qui ne sortira pas cette semaine mais l'autre, on ait des informations sur ce, je cite, nouvel arc, sur comment Tite Kubo reviendra à la sérialisation et à la publication de son manga. Est-ce que ça sera dans le Weekly Shonen Jump? Est-ce que ça sera hebdomadaire, une fois toutes les 2-3 semaines, mensuel? Si c'est mensuel, est-ce que ça ne va pas retomber au final dans un autre magazine, tel que le V-Jump? En tout cas, le Grand 3 est reformé aujourd'hui, étant donné que nous avons Boruto, Naruto Next Generation, c'est écrit dans le titre de l'œuvre, nous avons One Piece qui est toujours en cours, et Bleach qui vient de faire son retour, des plus acclamés, et je n'en suis que des plus heureux. J'espère que cette vidéo de tout cœur vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus, à vous abonner, et activer la cloche des notifications. Merci vraiment du fond du cœur pour tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.